Annoncé demain au Conseil. Les médecins l'interdisent, le pape n'ira pas à Lourdes en juillet. Voilà, avant de parler des choses dites sérieuses, juste un petit doigt de sport, de tennis, pour vous dire qu'en effet, il n'y aura pas de Français en demi-finale des internationaux de France à Roland-Garros. Yannick Noah a en effet été défait par le Paraguayen Victor Pecci au terme de 4-7 très disputés et qu'il a perdu donc sur le score de 6-3 pour lui, mais ensuite 6-4, 6-4, 6-4. Vous allez voir un des échanges les plus beaux de cette partie. Il se passe de tout commentaire. Les deux hommes vont monter tous les deux au filet et se retrouver, vous allez voir dans quelques instants, tous les deux à terre. Voilà, belle image, beau point, mais ça n'a pas suffi. Yannick Noah a donc été battu il y a exactement 40 minutes à Roland-Garros. Socialistes et communistes à nouveau face à face. Voilà longtemps que les deux partis ne s'étaient pas rencontrés au sommet. Toute la journée, Lionel Jospin, Georges Marchais et leur délégation négociaient à l'heure du déjeuner. La discussion avait été qualifiée de franche et sereine côté PS, d'efficace côté PC. La commission de travail a été mise en place et va travailler de demain. Alors tout de suite, le point, Jean-Michel Mercurol. 10h30 ce matin, c'est Georges Marchais qui conduit la délégation du PCF pour les toutes premières négociations à ce niveau depuis plus de 3 ans entre son parti et le Parti socialiste. Les 8 membres du bureau politique trouveront face à eux 8 membres du comité directeur du Parti socialiste conduit par Lionel Jospin. À l'ouverture des négociations, déclaration liminaire de chacun des deux chefs de parti, Lionel Jospin soulignant le ton nouveau qui s'est instauré entre les deux formations, mais sans oublier les vives attaques dont le PS a été l'objet depuis 3 ans. Le premier secrétaire rappelle aussi les principes socialistes sur les SS-20, l'Afghanistan et le rythme des transformations sociales, 3 points sur lesquels les positions communistes et socialistes divergent. À la première interruption de la séance, vers 13h, Georges Marchais juge la discussion efficace, Jean Popren trouve l'échange serein et franc. Côté communiste, le ton est à la conciliation. Toutes leurs déclarations ces derniers jours l'affirment, un accord reste possible, il faut aboutir et aboutir vite, exprime Georges Marchais d'entrée. Côté socialiste, c'est l'exigence de clarté qui l'emporte, il ne peut pas y avoir de politique, il faut prendre des engagements précis. À quel niveau se situera alors l'accord éventuel entre le PC et le PS? Seulement un accord électoral en attendant que s'ouvrent d'autres négociations après les élections, comme semble le suggérer le ton des socialistes, ou bien dès à présent un accord politique débouchant sur un accord de gouvernement selon le souhait des communistes? Pas de réponse en tout cas avant jeudi, avant une nouvelle réunion au sommet. Mais la commission de travail qui doit se réunir dès demain montre quand même qu'on s'efforce de part et d'autre de ne pas bâcler ces discussions. Autre réunion d'importance aujourd'hui, celle de la Commission supérieure des conventions collectives. C'est elle qui doit déterminer, avant la décision finale du gouvernement, le nouveau plancher minimum du SMIC. Demain, le Conseil des ministres entérinera en effet cette décision sur place. Cet après-midi, le ministre du Travail a reçu la Commission supérieure des conventions collectives. Les différentes organisations syndicales et patronales ont présenté leurs propositions pour la revalorisation du SMIC. La Commission n'a pas formulé d'avis. C'est demain au Conseil des ministres que nous serons fixés. Toutefois, on pense que la hausse du SMIC serait comprise entre 11,50 et 13%, avec un minimum de 2 950 francs par mois. Le CNPF, lui, pense qu'une hausse de l'ordre de 10% serait incompatible avec les possibilités de notre économie. Autre décision attendue demain en Conseil, le relèvement d'un certain nombre de prestations sociales, allocations vieillesse, aide au logement. Et tout d'abord, les allocations familiales. On peut bénéficier des allocations familiales à partir du 2e enfant. Pour 2 enfants, l'on touchait 251 francs 45 par mois, soit 23% d'un salaire de base estimé à 1093 francs 5. Pour 3 enfants, 65% du salaire de base, soit 710 francs 61 centimes. Il y a de plus une majoration de 98 francs 39 par mois pour un enfant de plus de 10 ans. Et pour un enfant de plus de 15 ans, 174 francs 92 centimes. Les allocations familiales ont touché en 1980 4 330 000 personnes et représenté la somme de 31 431 000 francs.
Les familles les plus démunies peuvent bénéficier d'un complément familial à partir d'un enfant de moins de 3 ans ou de 3 enfants. Le complément familial était de 455 francs par mois et par famille. L'argent des allocations et compléments familiales provient des cotisations employeurs-salariés. La caisse des allocations familiales est actuellement en excédent, mais l'on prévoit un déficit pour l'année prochaine. Voilà, j'espère que vous avez pu lire un petit peu mieux que moi les différentes indications. L'allocation logement maintenant avec Jean Pézieux, une hausse attendue de 25%, comme d'ailleurs celle de l'allocation familiale. 2 750 000 ménages, 1 sur 6, perçoivent une aide au logement. La plupart sont locataires. Il existe 2 régimes d'aide au logement. L'allocation logement traditionnelle, versée à 2 500 000 familles, et l'allocation personnalisée au logement, l'APL, issue de la réforme du logement, 250 000 familles. L'allocation logement est financée pour les 2 tiers par la sécurité sociale, pour 1 tiers par l'État. L'APL par une taxe sur les loyers. On délivre l'allocation logement sous certaines conditions. Ressources, celles d'il y a 2 ans, nombre d'enfants, montant du loyer. Voici Roger, Hélène Martin et leurs 2 enfants, ménage type de bénéficiaires. Revenu actuel, 4 500 francs. Loyer et charges, 1 500 francs. Les Martins perçoivent une allocation logement de 250 francs par mois. Face à la hausse des loyers et des charges, une telle allocation ne remplit plus son rôle. C'est pourquoi le gouvernement a décidé de la majorer fortement. Une hausse de 50% est prévue. Elle a été de 17% l'an dernier. L'allocation moyenne, qui est actuellement de 338 francs, passerait donc à 507 francs par mois. Cette hausse coûterait au total quelques 5 milliards de plus par an. Or, le précédent budget n'a rien prévu et la sécurité sociale est en déficit. C'est la raison pour laquelle la hausse de l'allocation logement pourrait avoir lieu en 2 temps, la première intervenant en juillet prochain. Enfin, l'allocation vieillesse, vous le savez, elle devrait en principe passer de 1416 francs à 1700 francs. Le minimum vieillesse en bénéficient à partir de 65 ans et exceptionnellement 60 ans ceux ou celles dont les pensions ou retraites n'atteignent pas une certaine somme. Pour une personne seule, le plafond était de 1 492 francs par mois. Pour un couple, il était de 2 833 francs par mois. Le minimum vieillesse était récemment de 1 417 francs par mois. Ces 1 417 francs sont le fruit d'une allocation de base, allocation mère de famille, allocation vieux travailleur salarié, secours viager ou n'importe quelle pension vieillesse d'un faible montant, plus une allocation du Fonds national de solidarité. Les allocations proviennent en majorité de la caisse vieillesse qui serait pour l'année 1981 en déficit. Oui, un problème quand même, bien sûr, ce financement de ces hausses. Le coût est estimé à environ 4 millions de francs. Or, le nouveau secrétaire d'État chargé de la sécurité sociale vient de rappeler que le déficit des caisses était déjà impressionnant, 4 milliards de francs. Pour le coût donc de ces mesures annoncées demain en Conseil des ministres. François Autain, ce secrétaire d'État, avait annoncé la possibilité d'une abrogation des ordonnances de 67 en matière de sécurité sociale. André Bergeron a donc posé la question aujourd'hui, en étant reçu par Pierre Mauroy. Il n'y aura pas de précipitation dans ce domaine, lui a fait savoir le Premier ministre. Le Premier ministre qui poursuivait sa série de consultations avec les partenaires sociaux. Et puis pendant ce temps, à l'Élysée, ce qui est nouveau, les organisations de consommateurs. Ils étaient 14 car les associations de consommateurs sont nombreuses en France. C'est peut-être pour cela que la discussion avec le président Mitterrand a été longue, elle a duré 1 heure. On a remarqué une absence, celle du directeur de l'Institut national de la consommation, mais la réception du président Mitterrand a été réservée aux seules associations militantes de consommateurs. D'ailleurs, l'INC a été sur la sellette puisque ces associations ont réclamé une redéfinition du statut de l'INC. Ils souhaitent en effet que l'Institut de la consommation soit davantage un outil technique à leur service et réserve le rôle militant aux propres associations. D'autre part, la délégation a souhaité une application plus stricte des lois protégeant les consommateurs, mais à la sortie de l'Élysée, le ton était plutôt à l'optimisme.
Ce qui change, c'est déjà la première fois que des organisations de consommateurs sont reçues par un président de la République. Donc c'est déjà une reconnaissance officielle des organisations de consommateurs qui paraît extrêmement important. Je pense que c'est déjà un point essentiel. À ce jour, nous n'avions jamais été reçus par le président de la République en tant qu'organisation de consommateurs. Donc c'est une reconnaissance de notre pouvoir dans l'économie du pays. Les consommateurs n'ont pas beaucoup de poids dans une campagne électorale, ça ne vous choque pas ? Oui, effectivement, nous avons constaté que ce ne sont pas les consommateurs qui avaient été, je dirais, les points les plus importants repris dans les différents discours de l'ensemble des candidats. C'est un fait. Pierre Mauroy qui a interrompu ses consultations pour assister à un conseil des ministres restreint tout à l'heure à 18h, présidé par François Mitterrand et destiné donc à préparer les mesures annoncées demain en conseil des ministres. Un débat cet automne sur l'énergie, donc sur le nucléaire, c'est ce qu'a indiqué Pierre Jox, le ministre de l'Industrie. Par ailleurs, son collègue Charles Hernu, ministre de la Défense, a annoncé la reprise des essais nucléaires dans le Pacifique après un laps de temps nécessité par l'étude des dossiers. Le ministre qui, par ailleurs, se refuse à commenter le 3e tir du missile français M4 à plusieurs charges nucléaires. Plusieurs informations font état d'un échec de ce tir. L'écologiste Brice Lalonde a demandé des explications au gouvernement sur la reprise des essais nucléaires. La préparation des législatives suite, après le panorama complet de l'Hexagone hier, Paul Amar s'attache maintenant au cas spécifique de Paris. Paris, 278 candidats pour 31 sièges. L'UNM, qui regroupe l'UDF, le RPR et des radicaux, présente un candidat unique dans la plupart des circonscriptions. En revanche, des primaires dans tous les secteurs, entre les communistes et les socialistes qui ont progressé à Paris à chaque élection et qui vont tenter de concrétiser l'élan du 10 mai au détriment d'abord de l'ancienne majorité parlementaire qui compte actuellement 27 députés sortants sur 31 à Paris. Mais certaines de ces députés sont menacées par le candidat socialiste ou soutenues par le Parti socialiste. C'est le cas de Jacques Dominati dans les 2e et 3e arrondissements où François Mitterrand est arrivé en tête le 10 mai. De Claude Martin, député sortant RPR, et d'Alain Devaquet, député sortant RPR également, dans les 2 circonscriptions du 11e arrondissement, Georges Sarr essaiera de prendre sa revanche. C'est aussi le cas de Didier Bariani, dans le 20e arrondissement, Didier Bariani radical. Bataille également très difficile pour 2 personnalités de l'UDF dans le 18e arrondissement. D'abord pour Roger Chinot, le président de l'ancien groupe parlementaire UDF, qui affrontera Claude Estier, l'un des dirigeants du Parti socialiste. Ensuite pour Jean-Pierre Pierre Bloch, qui craint de perdre son siège au profit de Lionel Jospin, le premier secrétaire du Parti socialiste. Dans cette circonscription, François Mitterrand avait devancé de 13 points Valéry Giscard d'Estaing le 10 mai dernier. Mais les socialistes menacent également des députés sortants communistes, comme Paul Laurent dans le 19e arrondissement et Gisèle Moreau dans le 13e arrondissement. Son adversaire, Nicole Questiot, ministre de la Solidarité. Une autre femme ministre socialiste se représente à Paris. Edwige Avis, ministre de la Jeunesse et des Sports, tentera de conserver son siège face à Christian Delamalène, RPR, maire adjoint à Paris dans le 14e arrondissement. Voilà brièvement résumé ces combats des chefs dans la capitale où Paul Quilès, député sortant du 13e, se représente. Mais pour être honnête, il faut dire que cette élection ne se limite pas à des batailles entre les 4 grands partis. L'extrême droite, le PSU, l'extrême gauche ont également des candidats. Les écologistes également. Brice Lalonde les représente dans le 5e arrondissement et va tenter sa chance face à Jean Tibéry, député RPR qui devrait toutefois conserver son siège. Mais Brice Lalonde n'est pas le seul vert dans cette course. Il est concurrencé par un autre écologiste bien connu des Parisiens, citoyen du monde, Mouna Aguigui, qui se présente pour la énième fois et qui va sans doute perdre pour la énième fois. Oui, ce matin, un sondage du Figaro accordait à la gauche 53,5% des intentions de vote, 44,5% pour l'actuelle majorité parlementaire, 2% pour les écologistes. Bernard Stasi, président délégué du CDS, espère pouvoir constituer un groupe avec le seul CDS à l'Assemblée nationale. Ouverture du congrès du CNJ à Aix-les-Bains. Demain, le ministre de l'Agriculture, Édith Cresson, y effectuera sa première sortie. Le débat sur l'enseignement privé, le président de la CFTC, Jacques Tessier, estime que l'objectif du gouvernement est la disparition de la plupart des écoles privées. Il estime son total désaccord avec le gouvernement et remarque une singulière discordance entre les propos rassurants du président de la République et ceux du Premier ministre. Aujourd'hui, justement, l'épiscopat rendait publique une déclaration à l'approche des législatives
l'épiscopat qui ne se sent pas menacé par les projets du gouvernement. L'Église ne se sent pas du tout menacée aujourd'hui. Toutefois, elle craint, si vous voulez, que dans le contexte politique et électoral qui est le nôtre, la liberté d'enseignement soit utilisée comme un moyen de division. Et ça, nous ne pouvons pas le permettre. Je dirais que c'est un dossier trop sérieux pour devenir un enjeu de discussion et de division dans la nation. Alors donc pas de motion de défiance par rapport au nouveau gouvernement? Pas du tout, ce n'est pas dans ce contexte-là que l'Église se situe. Mais dans la mesure où, dans les prochains mois, nous allons connaître un certain échange, un certain état de recherche, une ouverture du dossier de l'école dans la vie de la nation, étant donné tout ce que l'école catholique représente comme acquis, comme expérience, eh bien l'Église entend le mettre à la disposition de la nation. C'est une ouverture au dialogue, c'est une ouverture à la conversation et à la négociation avec tous les partenaires de l'école dans la vie de notre pays. Pierre Mauroy sera demain l'invité en direct du journal d'Antenne 2, un journal qui, campagne électorale oblige, commencera à 19h35 et recevra donc le Premier ministre. Jacques Lang, le ministre de la Culture, a proposé tout à l'heure sa démission au président de la République, qui la lui a refusée. À l'origine de cette démarche, l'arrestation de son frère, Charles-Claude Lang, qui a tué la nuit dernière un consommateur dans un bar de Nancy. Il s'était pris de querelle avec lui après avoir bu plus que de raison. À la bourse, poursuite de la chute des valeurs françaises, moins 2% aujourd'hui, nouveau record de hausse pour le dollar et l'or, un record historique même pour le dollar, 5 francs 62. Enfin, dans l'affaire Maurice Papon contre le canard enchaîné, le président du jury d'honneur a été désigné. Il s'agit de Daniel Mayer. L'ancien ministre du Budget renonce à se présenter dans le Cher. Une passerelle maintenant vers l'étranger avec le premier voyage de Claude Chesson à l'étranger, à Bonn. Il a rencontré, ce qui n'était pas prévu initialement au programme, le chancelier Helmut Schmidt. Il est déjà revenu à Paris, il vient de recevoir l'ambassadeur soviétique en France. Michel Meyer suivait le voyage. Il n'est pas question de toucher aux rapports franco-allemands tels qu'ils ont existé jusqu'à maintenant. Ceci dit, chaque personne, et a fortiori chaque majorité, apporte son propre style. Monsieur Mitterrand et Monsieur Schmitt ne pourront pas se tutoyer en anglais au téléphone, puisque Monsieur Mitterrand ne parle pas l'anglais. Voilà pour le fond, la forme et le style de relations franco-allemandes qui, vu de Paris comme de Bonn, restent prioritaires. Ce qui explique ce tour d'horizon de Claude Chesson avec son homologue allemand, cela 2 jours avant le voyage du ministre des Relations extérieures français aux États-Unis. Au cours de ces entretiens, il s'est agi essentiellement de recadrer une entente qui doit déboucher sur des actions diplomatiques concertées. Dénominateur commun, la conviction que l'équilibre Est-Ouest doit être respecté, un équilibre que l'on a notamment estimé rompu en Europe à travers l'installation de nouvelles fusées moyenne portée soviétiques braquées sur l'Europe occidentale. L'installation rapide des SS-20 modifie l'équilibre général des forces dans le monde. La France a un intérêt direct à cet équilibre de force. L'Allemagne est, elle, directement concernée dans la riposte au SS-20 et dans la négociation qui doit s'engager à propos des SS-20 et de leur riposte pour s'efforcer de réduire ce développement très fâcheux. Un raid israélien dans le sud Liban, à 13 km au nord de la ville de Tyr, contre une base palestinienne. Bangladesh, le chef de la rébellion a été exécuté. Au même moment, le président Ziaur Rahman, qui l'avait exécuté, était inhumé à Dhaka, avec les honneurs militaires, à ne pas confondre avec le président Zia du Pakistan, dont vous avez vu la photo par erreur hier dans le journal. Pas de voyage à l'étranger pour Jean-Paul II cette année, vient de dire un médecin de la polyclinique Gemelli, donc apparemment pas de déplacement à Lourdes le 23 juillet. C'est ce que vient d'apprendre Victor Vraman à Rome. Les médecins ont autorisé le pape à faire quelques pas quand il le veut, dans son appartement du 10e étage et même dans les couloirs de l'hôpital. S'il n'y avait pas des carabiniers en armes, il serait même difficile de se rappeler que Jean-Paul II passe sa 20e journée à l'hôpital Gemelli. Tout paraîtrait revenir à la normale s'il n'y avait pas ces bulletins de santé de plus en plus rares et de plus en plus laconiques, qui donnent lieu à toutes sortes de spéculations.
On a dit dans un premier temps que le pape Jean-Paul II quitterait l'hôpital Gemelli samedi dernier, c'est-à-dire il y a 4 jours. Et puis dans un deuxième temps, le cardinal Ugo Poletti, le vicaire de Rome, a dit qu'il espérait que Jean-Paul II serait présent dimanche prochain, place Saint-Pierre, à la réunion d'un grand nombre d'évêques venus du monde entier. À ce point-là, il n'y a qu'une seule explication possible. Il y a un désaccord très net, évident, entre d'une part Jean-Paul II et les responsables de l'Église, et d'autre part les médecins qui ne veulent pas prendre la responsabilité de laisser à Jean-Paul II la possibilité de reprendre des activités normales au Vatican. Évidemment, c'est un patient qui parfois oublie sa patience, mais... C'est-à-dire qu'il est fatigué d'être à l'hôpital, il voudrait rentrer au Vatican. Bien sûr, je pense que c'est tout à fait normal qu'un patient espère de pouvoir rentrer chez lui et de pouvoir rester dans son milieu naturel plutôt que dans un hôpital. Est-ce qu'on peut penser que le pape sera à Lourdes le 23 juillet? Le 23 juillet de cette année-ci? Oh, c'est impossible, je pense que c'est pas possible. L'opération de pompage du Tagno sera terminée cet été. Voilà ce qu'a annoncé aujourd'hui à Brest Louis Le Pinsec, le ministre de la Mer. Le comité de liaison Larzac vient d'adresser à François Mitterrand une lettre dans laquelle il lui demande d'annuler le projet d'extension du camp militaire, une extension de 14 000 hectares, vous le voyez en vert. 6 000 ont déjà été achetés par l'armée, mais ils sont inutilisables sans les 8 autres 1000 qui restent et que les paysans se refusent à vendre. Corinne Pertuis et Gilbert Ruzan reviennent de là-bas. Le Larzac n'a pas changé. Son vent, ses moutons et ses bergers sont toujours là, tranquilles, plus tranquilles même. Car en lutte depuis plus de 10 ans, les paysans du Larzac ont retenu une chose de l'élection de François Mitterrand, la promesse que leurs terres leur seront rendues et qu'on ne leur en prendra pas d'autres. C'est fini. Ça c'est fait pour ça. C'est sûr, l'extension, c'est abandonné. C'est complètement fini. Mais ça ne peut pas rire les officiers, ça. Pour beaucoup, c'est peut-être gagné. Pourtant, comme chaque jour depuis près d'un siècle, l'armée est toujours présente, peut-être plus sur le qui-vive. Ce qui a surtout changé, c'est le rapport de force. Ce sont les commerçants maintenant qui sont prêts à engager la lutte. En tant que commerçante, et je parle pour tous les commerçants, elle est nécessaire, elle est vraiment obligatoire. Si nous n'avons pas l'extension du camp du Larzac, je pense que tous les commerçants du coin peuvent partir. Dans les villages en pierre de pays, la joie n'explose pas encore. On se méfie car on a connu trop de promesses, trop de revirements. On se contente d'attendre, patiemment, convaincu que dans quelques jours seulement, le gouvernement prendra une position claire et définitive. La Belle de mai, bien sûr, ça a été une journée pour nous d'un éclat tellement que le lendemain, des gens disaient mais c'est pas vrai quoi. C'est pas possible qu'une affaire comme ça soit arrêtée si vite quoi. Enfin. Mais maintenant on est un petit peu perplexe parce qu'il se trouve que c'est Charles Hernu, ministre de la Défense. Hier soir nous a pas tenu tout à fait le même langage que François Mitterrand depuis plus de 7 ans que nous connaissons. Et puis même aussi, non plus le même langage que François Mitterrand pendant la campagne électorale. Alors, ce qu'on voudrait savoir, c'est qui a raison des deux ou qui a le bon raisonnement. Les paysans du Larzac savent que l'annulation du projet d'extension du camp ne résoudra pas tous leurs problèmes économiques. Ils pensent déjà à l'avenir et au développement agricole de leur région. Malgré tout ça, on a réussi à installer des jeunes agriculteurs dans des fermes qui n'ont pas de pouvoir en installer d'autres, quoi. Et puis, plus que des agriculteurs, mais peut-être des artisans aussi qui pourront venir travailler sur le Larzac, quoi. Ils seront tout près des agriculteurs pour n'importe quoi, quoi. Formés depuis 10 ans à la lutte, les paysans pourraient ne pas s'arrêter tout d'un coup. La lutte n'est jamais finie, et si c'est pas pour ça, c'est pour autre chose. C'est toujours une lutte dans la vie, il faut toujours lutter pour quelque chose. Plus que quelques heures encore, et le Larzac connaîtra enfin son sort.
Voilà, nous revenons maintenant plus complètement au tennis. Borg s'est facilement qualifié pour les demi-finales en battant le Hongrois Tarokji en 3-7, 6-3, 6-2, 6-2 et il rencontrera Victor Petchi en demi-finale car Petchi a donc battu Noah au terme d'un long match assez passionnant, 4-7, très disputé. Dominique Leglou. Début du troisième set, Noah est au service au fond du court. Vainqueur du premier set 6-3, il s'est incliné au second 6-4. Un set décisif dans lequel Noah se livre à fond, témoin cet échange que je vous laisse revoir une seconde fois. Pourtant, là aussi, malgré cette belle balle, Noah s'inclinera 6-4. On sait alors que Petchi a de fortes chances de rencontrer Borg en demi-finale, ce que confirmera le quatrième et dernier set, conclu sur le même score 6-4. Noah, très fatigué, s'incline donc logiquement face au Paraguayen. Malgré sa défaite d'aujourd'hui, Noah a réalisé un excellent tournoi animé d'une volonté et d'un courage exemplaires, sans doute hérité de son père, Zachary Noah, ancien joueur de football professionnel à Sedan. Ça a été, à chaque fois que je le voyais, de lui donner la possibilité de se battre jusqu'au bout. Je lui disais qu'il n'aurait jamais de résultats, quel que soit ses dons, s'il n'ajoute pas une rage de vaincre et puis un courage à toute épreuve. Je pense que Yannick a bien saisi la chose et je pense que c'est l'une des choses qui me font le plus plaisir quand je le vois se battre. Et je les suis d'autant plus facilement à ce moment-là que quand je sais qu'il fait un match qui n'est pas bon, je sais qu'à ce moment-là qu'il a quelque chose de physique qui ne va pas ou de moral qui ne va pas parce que je sais qu'il se bat tout le temps. En football, au championnat d'Europe junior, la France a battu l'Espagne 2-0, pénalty, en match de classement pour la 3e place. Puis je vous rappelle que c'est ce soir qu'a lieu le sprint décisif, c'est la dernière journée du championnat et vous saurez tout dans notre dernier journal, qui est donc le champion de Saint-Étienne ou de Nantes. Puis à la limite du sport, cette tentative insolite d'un Américain que vous allez découvrir sur cet écran en principe, il s'appelle Jerry Spieth, il doit traverser le Pacifique de Los Angeles à l'Australie sur un voilier qui ne fait que 10 pieds, c'est-à-dire 3,30 mètres. Bon, vous ne verrez pas, tant pis. La mort d'André Clavé, voici donc effectivement l'adieu de Jerry Spieth à ses parents. Le bateau s'appelle Yankee Girl. Il s'est dit très tendu et très nerveux. Il espère arriver en Australie début novembre sur ce petit bateau donc, qui, je vous rappelle, ne fait que 3,30 mètres et qui va traverser le Pacifique. La mort d'André Clavé, donc ancien directeur adjoint du service de la recherche de l'ORTF. Et puis avec nous maintenant, Alain Gillot-Pétret pour la météo de demain. Saluons tout d'abord pour demain le retour d'un ami, le fameux anticyclone des Açores qu'on n'avait pas vu depuis le 6 février de cette année et qui demain devrait nous apporter un peu plus de beau temps. Il était temps car le mois de mai a été extrêmement pluvieux, vous le savez tous, et nous avons quelques chiffres que vous allez découvrir, notamment à Rennes, Bourges et Saint-Nazaire. Voilà, Rennes, il est tombé 66,5 mm de plus que d'habitude. À Bourges, plus 27 mm. Et à Saint-Nazaire, plus 45 mm. Les records sont pulvérisés, on n'avait jamais vu cela. Ce sont des chiffres énormes en météorologie et sous nos latitudes. Le retour d'un ami, en effet, eh bien, nous allons le voir sur notre carte technique et isobarique pour bien comprendre les phénomènes météorologiques qui se passent. Voilà, c'est ici que ça se passe. Voici les Açores et l'anticyclone du même nom qui d'habitude se tient ici. Mais vous le voyez, une poussée d'anticyclone, d'air stable. Demain, on appelle cela une dorsale, un bras d'anticyclone, donc d'air stable, d'air plus doux, relativement dégagé, donc avec peu de nuages, qui nous donnera de la douceur, voire de la chaleur sur la France, repoussant au nord cette dépression et repoussant vers l'est cette ligne de nuages. Le baromètre, à ce moment-là, sera en hausse. La prévision pour demain sur notre carte, vous allez voir que sur le nord-est, l'est et le sud-est du pays, demain matin et dans l'après-midi encore un petit peu, d'orage, de pluie, de nuages et tout de même quelques éclaircies. Et à l'ouest, eh bien à l'ouest, après dissipation des brumes matinales, beau soleil grâce à l'anticyclone des Açores, tout de même un peu plus de nuages peut-être des Flandres à la Bretagne ou de la Bretagne aux Flandres, comme vous voulez. La prévision de température pour demain, région par région, ville par ville, du nord au sud, de Lille à Perpignan, très doux le matin, et l'après-midi, eh bien dans les normes saisonnières, 20, 22, 23 degrés, c'est tout à fait normal. Enfin, un petit bout d'éphéméride pour demain. Demain, mercredi 3 juin, les heures de lever et de coucher du soleil et la fête de Saint-Kévin. Il est breton, je crois.
Oui, breton, moitié irlandais. Ouais. À 23h30, le dernier journal présenté par Hervé Claude. Demain, antenne de midi au Salon du Bourget avec les astronautes américains. Et puis n'oubliez pas, notre journal de demain soir est à 19h35 et non pas à 20h. J'espère qu'il sera davantage habillé de diapositives. Et notre invité sera Pierre Mauroy, le Premier ministre. Donc, à demain, 19h35. Bonsoir à tous.